2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue à tous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre rendez-vous, comme chaque jour de 16h à 18h. Et aujourd'hui on a poussé les murs du studio parce qu'un programme extrêmement chargé avec un bon casting qui nous est proposé aujourd'hui. Et oui, 2 femmes, 2 hommes, formidable. On a fait la parité totale avec Anissa Rigui qui est avec nous. Bonjour Anissa. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Comment ça va Anissa? Ça va très bien, merci vous. Et dites donc Fatima Ouassa qui est à l'heure aujourd'hui. Ça a le mérite d'être signalé quand même. Bonjour chère Fatima, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh bien oui, très très bien. Et également notre ami Damien Charles qui sera de la partie, ainsi que Tarek Mami. Alors Fatima, tu as travaillé, tu es je crois la seule dans ton avis tranché que tu nous proposes aujourd'hui. Alors non, je tiens à expliquer aux auditeurs que tu as fait un avis tranché, que Anissa s'apprêtait à faire, du coup Tout à fait. bah, ça a bien arrangé Anissa. Voilà, tout à fait. Voilà. Merci Fatima. Donc Fatima, En notre nom à toutes les deux. tu vas nous parler de quoi Anissa, Fatima, dans ton avis tranché tout à l'heure? Bah, vous en avez certainement entendu parler, Oui. L'affaire Naomi Musenga. Oui. Donc cette jeune femme de 22 ans qui est décédée en décembre 2017, fin décembre 2017, quelques heures après avoir appelé le SAMU et s'être vue refuser une prise en charge de la part de par 2 opératrices du SAMU. Voilà, on en parle beaucoup en ce moment depuis quelques jours, depuis mardi. Ouais. Donc voilà, je voulais y revenir et compléter un peu l'explication qui est donnée un peu rapidement dans les médias et de la part, l'explication qui est donnée par les responsables politiques, voilà, qui parlent d'un manque de moyens, et j'aimerais compléter un petit peu. Et comme ça, Anissa pourra nous dire si c'était un petit peu sur le même ordre d'idées qu'elle souhaitait proposer donc cet avis tranché, Anissa. Coup de cœur, c'est un coup de cœur. Enfin, ils sont plusieurs, ma chère Fatima, aujourd'hui. Ouais, alors le coup de cœur, c'est l'association La Pause, et en réalité, au-delà de l'association La Pause, c'est la problématique que traite cette association, qui est une problématique dont on parle peu, la question du handicap, mais en réalité la question de la santé mentale. Voilà, ouais. C'est-à-dire voilà les personnes qui sont schizophrènes, paranoïaques, etc. Donc qui ont un certain nombre de maladies psychiques, et voilà, et poser la question du fait que ce sont des personnes souvent qui sont très très mal prises en charge, alors que c'est un vrai gros problème pour les familles, pour la société en fait, un problème lié au fait que ce sont des personnes qu'on ne veut pas voir, qu'on veut totalement invisibiliser, etc. Et donc c'est pour souligner aussi le travail que fait l'association La Pause, qui est un travail formidable. Ouais. Voilà. Et qui organise un événement ce dimanche. Voilà, qui organise un événement ce dimanche. Alors petite particularité, mais ils en parleront bien mieux que moi. C'est cette association qui travaille des 2 côtés. Je me souviens plus de l'expression. Des 2 côtés des rives. Voilà. Des rives de la Méditerranée. Parce que voilà, c'est une association qui travaille ici, mais qui travaille aussi en Algérie, à Oran en particulier, en Tunisie, puis prochainement peut-être au Maroc. Au Maroc, voilà. Très bien. Anissa, t'as un petit coup de cœur à nous proposer? J'avais prévu un petit poème. J'ai envie de finir la semaine sur une petite touche poétique. Ah bah c'est formidable. Voilà. Et positive. Et positive. Voilà, et Tarek Mami aussi qui sera avec nous dans quelques minutes. Voilà, un bon programme. Je sais pas si on va avoir assez de micros, mais en tout cas on aura assez de chaleur pour accueillir tout le monde sur France Maghreb 2 jusque 18h. Soyez les bienvenus, c'est parti pour votre LGF. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, une consultation des musulmans de France a été lancée le 9 mai dernier par Marwan Mohamed, l'ex-directeur du CCIF. Le CFCM réagit à cette initiative. Invité, Saïda Ziani, présidente de l'association La Pause, qui organise un événement ce dimanche, une journée porte ouverte. Une association qui développe des centres d'accueil et de loisirs destinés aux personnes touchées par le handicap psychique en France et ailleurs. Rendez-vous ce dimanche 13 mai de 14h à 17h à Bagnolet. Nous y reviendrons tout à l'heure. La question LGF. Syrie, Iran, Israël, le plateau du Golan, théâtre d'une nouvelle guerre. Est-on à la veille d'une 3e guerre mondiale? Selon vous, vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour terminer bien sûr cette émission, votre libertad traditionnelle. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct cet après-midi jusque 18h avec du beau monde et l'égalité parfaite, la parité respectée dans cette émission. Preuve on est avec Fatima Ouassa, avec Anissa Rigui et Tarek Mami et Damien Charles qui est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue. La parité autour de cette table, ça fait du bien. France Maghreb 2, voilà, les femmes et les hommes sont représentés, parfaitement. Tarek, bonjour.
Alors bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il fait tellement beau aujourd'hui à l'extérieur. Faut en profiter. Ce qui est rare à Paris, qu'on vient s'enfermer dans un studio pour échanger avec vous. Oui, mais on vient s'enfermer évidemment avec un beau soleil aussi qui règne dans notre studio, avec de belles âmes qui ici présentes pour essayer de décortiquer, d'analyser une actualité un peu sombre en ce moment, on peut le dire. Comment ça va Damien ? Ça va très bien, alhamdoulilah. Oui, à la bouche pleine en plus. C'est parfait. À quelques jours de ce mois béni, je prends des forces. Du Ramadan. J'essaie de rentabiliser au maximum. Effectivement. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a des invités tout à l'heure à honorer. Le coup de cœur de Fatima Wassak, et quand elle nous ramène un coup de cœur, Fatima, on peut dire qu'il faut pousser les murs pour parler. Et c'est un sujet très intéressant, monsieur dames, parce qu'on va parler du handicap psychique au travers des actions de cette association La Pause qui organise donc un gros événement ce dimanche. Voilà. Alors, la question du jour, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tensions qui règnent depuis l'annonce donc de la rupture des accords du nucléaire iranien par Donald Trump mardi dernier. Du coup, la question, Syrie, Iran, Israël, le plateau du Golan, théâtre de guerre, est-ce que nous sommes, et la question vous est posée aujourd'hui, à la veille d'une 3e guerre mondiale, oui ou non? Pour l'instant, en grande majorité sur Facebook, France Maghreb 2, également sur Twitter, vous êtes en majorité à le penser et donc à répondre oui. Tarek Mami, est-ce qu'on est vraiment à la veille de cette 3e guerre mondiale? Je sais que vous avez donné votre avis il y a de cela 2 jours, mais depuis 2 jours il y a eu des tensions, des échanges de tirs entre sur le plateau du Golan en Syrie. Est-ce que vous restez sur votre position de mercredi? Moi, ma position est toujours la même. Commençons par définir une guerre. Quels sont les objectifs de la guerre? Si on tombe d'accord sur les objectifs, je dirais que c'est la guerre ou pas. Mais si l'objectif d'une guerre, c'est la conquête de territoire, il n'y en aura pas, en tout cas, du côté israélien contre l'Iran, parce qu'il va falloir traverser 2 pays avant d'aller conquérir 1 mètre carré des côtés de l'Iran. Si la guerre, c'est la reprise d'une manière ou d'une autre d'une partie du Golan par des milices syriennes, peut-être. Et si c'est la guerre, c'est la reconquête de territoire jusqu'à 48, le territoire aujourd'hui palestinien par les forces syriennes, par Hezbollah et par l'armée iranienne, il n'y aura pas de guerre dans ce sens-là. Bourguiba disait en 1960, avant de faire la guerre, il faut savoir à qui vous la faites. Quand vous parlez d'Israël, je vous l'annonce à l'avance, ce n'est pas à Israël que vous faites la guerre, c'est aux États-Unis d'Amérique, déjà à l'époque. Si vous avez les moyens d'y aller, je viens avec vous. Si vous n'avez pas les moyens d'aller, trouvez autre chose. Donc il n'y aura pas de guerre, il y aura beaucoup d'escarmouches, il y aura beaucoup de morts, il y aura des missiles croisés. J'allais dire aujourd'hui, les Américains et les Russes sont en train de tester chacun son dôme antimissile. Et comme tu sais comment j'écris, cher Christophe, et à la fin c'est toujours un Syrien qui meurt. Effectivement. Alors Fatima, est-ce que tu partages l'avis de Tarek Mami? Est-ce que pour toi on est à la veille d'une 3e guerre mondiale, ou pour l'heure non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Peut-être évidemment de s'inquiéter de ces échanges qui ont lieu d'ailleurs en territoire étranger pour les 2 pays en question, à savoir l'Iran et Israël, la plupart du temps en Syrie ou sur le plateau du Golan. Mais effectivement, ça dépend de ce qu'on entend par guerre, et puis ça dépend de ce qu'on entend par guerre mondiale, parce que si guerre mondiale, ça veut dire que plusieurs forces en présence se battent sur un territoire donné, en l'occurrence le Moyen-Orient. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'il y a guerre, et il y a quand même en tout, depuis le début de la lutte contre le terrorisme, en tout cas décrété comme tel depuis le 11 septembre 2001, il y a eu 4 millions de morts au Moyen-Orient, voilà, en tout 4 millions de musulmans tués. Donc voilà, est-ce que ça c'est des morts de guerre, ou comment ils ont été tués? Est-ce que ils sont simplement tombés du ciel? Et puis alors, ce qu'on entend traditionnellement entre guillemets par guerre mondiale, c'est guerre, y compris en Occident. Vous savez, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a considéré que les guerres qui ont tué, qui ont fait des morts, etc., à partir du moment où ça tuait pas ou peu d'occidentaux, en fait c'était pas qualifié de guerre. En réalité, les guerres qu'on a qualifiées de guerre mondiale, c'est la première et la deuxième, et en fait en réalité c'est des guerres qui ont été menées sur territoire occidental. Donc voilà, c'est pas demain la veille qu'on aura une guerre en Europe ou effectivement en Amérique du Nord. Donc voilà, dans quelle mesure on peut À ce titre, on peut rappeler que la Première Guerre mondiale a eu lieu entre les Japonais et les Russes, mais elle n'a jamais été guerre mondiale, alors qu'il y avait, y compris donc des pays occidentaux qui sont venus à l'appui de l'un ou de l'autre. Ça c'est comment on appelle ça, c'est l'européocentrisme qui fait que tout ce qui ne se passe pas en Occident n'a pas d'existence mondiale. Damien, est-ce que on est à la veille de cette 3e guerre mondiale?
Alors pour reprendre tous les propos qui ont déjà été dits, déjà comme le disait Monsieur Mami, le problème c'est comment on va définir la guerre. Donc déjà il faut être en capacité géopolitiquement parlant de définir qui sont les belligérants. Et ensuite la deuxième chose importante c'est définir les buts de guerre. Si on n'est pas en capacité de définir clairement les buts de guerre, on peut pas parler de guerre en tant que telle. On peut parler de conflits territorialisés, on peut parler de lutte et de riposte, mais la guerre c'est un conflit définitivement ouvert avec un acte de déclaration de guerre où politiquement on passe par le Parlement et on dit voilà, là on entre en guerre. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. La deuxième chose, guerre mondiale absolument pas. Il faut toujours se resituer par rapport à la zone où on est et repenser notamment au conflit libanais qui a eu lieu entre 75 et 90. Le conflit libanais dans lequel on a eu à peu près une centaine d'acteurs différents qui sont intervenus, ça n'a pas fait de la guerre du Liban une guerre mondiale. Ça a fait ce qu'on appelle un conflit internationalisé, ce qui est totalement différent. Pour parler de guerre mondiale, déjà il y a le rapport occidental donc qui a influencé la définition. Mais pour parler de guerre mondiale, il faut avoir entre 5000 et 10 000 kilomètres de front. On a des fronts sur quasiment tous les continents, avec donc des armées sur quasiment tous les continents qui s'affrontent. Là, c'est complètement différent. On a une centaine d'acteurs différents qui se combattent, mais sur une zone extrêmement localisée. Donc on peut pas parler de guerre mondiale. D'accord. Et ensuite, c'est pas parce qu'une armée d'un État est sur place que elle a forcément des buts de guerre, elle a forcément envie de se lancer dans un conflit. Typiquement la Russie et aussi les forces françaises, etc. La Russie qui a sa Coupe du Monde, elle a peut-être pas envie de se lancer dans un conflit maintenant, en tout cas. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, absolument. Pas aujourd'hui. Anissa Regui? Oula. Oui. Ah oui, oula. Non, mais moi, j'ai peut-être pas guerre mondiale, en effet, mais est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce qu'on n'a pas là, finalement, la résurgence d'une forme de régionalisation de la guerre froide entre, finalement, deux grandes puissances qui s'affrontent à travers, voilà, je vais pas dire des petites puissances, on peut pas dire que l'Iran est une petite puissance, mais voilà, deux grandes puissances qui s'affrontent, les États-Unis, la Russie, à travers des pays, par pays interposés, par groupuscules armés interposés, je sais pas comment appeler ça. Est-ce que finalement on n'est pas dans ce cas-là plus qu'autre chose? Votre phrase, c'est le pape, c'est l'avant-dernier pape qui l'avait dite 3 mois après le début de la guerre en Syrie. Il a dit cette guerre est une guerre mondiale qui se passe en Syrie. Donc il dit tous ceux qui ont un problème à régler entre eux, les Chinois, les Français, les Européens, vont faire une guerre dans ce pays, mais c'est le territoire. C'est la deuxième chose, pour faire un peu d'histoire, vieille histoire. En fait, aujourd'hui, l'Iran est dans la situation de ce que décrivait Sun Tzu, qui est le premier théoricien de la guerre. Il dit on gagne une guerre quand on ne la fait pas sur son propre territoire. Ah oui. Aujourd'hui, ils sont en Syrie, donc ils peuvent faire toutes les guerres qu'ils veulent. Eux, ils n'ont pas perdu parce que ou ils gagnent ou ils ne perdent pas. En tout cas, pardon, oui, sur la guerre froide, enfin le fait de réactiver comme ça une guerre froide entre États-Unis et Russie, en fait anciennement URSS, j'ai quand même l'impression que là la cible c'est pas tant la Russie que l'Iran quand même. Enfin, ça fait quand même un moment qu'ils sont dans le viseur comme étant le principal acteur de l'axe du mal et que ça fait quand même un moment. C'est ça. Oui, l'Iran. Oui. Ça fait quand même un moment que voilà plusieurs pays, donc États-Unis en tête, ça c'est clair. Ce que tu disais tout à l'heure, Tarek, par rapport à Bourguiba, mais Israël et puis Arabie Saoudite aussi. Enfin, ça fait quand même un moment qu'ils veulent casser ce pays musulman qui est, enfin moi je le dis, l'Iran c'est un pays musulman debout et il faut le souligner, il faut le noter parce que c'est quand même pas le cas de tous les pays, en tout cas de tous les régimes musulmans. Donc je pense que c'est quand même plutôt l'Iran qui est dans le viseur aujourd'hui des forces impérialistes. Oui, ça fait un moment que ça dure d'ailleurs, l'Iran qui a subi l'embargo. Complètement. Voilà, donc l'Iran, on se rappelle évidemment de la guerre Iran-Irak et on se rappelle de qui soutenait l'Irak à l'époque. Alors, en un mot, en fait, jusqu'à 79, il n'y avait pas de chiites en Iran pour les Saoudiens, puisque les Saoudiens et les Iraniens par le Cher travaillaient ensemble à constituer une bombe nucléaire islamique musulmane en Iran avec l'argent et les petits peu de compétences de l'Arabie Saoudite. Ouais. Et donc il n'y avait pas de chiites. Et le Shah tombe, Khomeini arrive. Et tout d'un coup, les Saoudiens et les autres découvrent qu'il y a des chiites dans le monde islamique, ce qui dure depuis le début de l'islam. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et moi, ce que j'adore dans la dernière déclaration des ministres des Affaires étrangères saoudiens hier, c'est que l'Arabie Saoudite menace de fabriquer une prochaine bombe atomique. Et là, moi j'adore Christophe pour une seule chose, ça veut dire que toute l'argumentation du monde utilisée contre l'Iran tombe du jour au lendemain
pourquoi ce pays-là dirait ça et que personne ne proteste, alors que de l'autre côté. Donc, en fait, c'est un rapport de force. Il reste 2 pays, en gros, 3 pays et demi au Moyen-Orient qui ne sont pas encore sous le contrôle américain. Bien sûr, l'Iran. Bien sûr, la Syrie. La moitié de la Liban par le Hezbollah. Et surprise de l'histoire, l'Irak libéré entre guillemets par les Américains qui se retournent aujourd'hui contre les Américains. Donc il faut toujours regarder ça dans un cadre géostratégique et historique. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui est l'ami de qui et qui est le frontière. Et dès que vous avez des alliances qui bougent, vous comprenez qu'il y a derrière et l'argent et le pétrole et subsidiairement le pouvoir de contrôler l'autre pays. Et on rappelle d'ailleurs à juste titre que la deuxième communauté juive la plus importante au Moyen-Orient se trouve en Iran. Exact. Voilà. Avec 25 000 personnes. 35, je crois. 35 000, je crois. 35 000 personnes. Non, mais c'est toujours bon à signaler quand même. Et représentation automatique dans l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un quota de représentation des différentes minorités. Et les juifs iraniens ne veulent absolument pas quitter l'Iran d'ailleurs, ils s'y sentent très bien, pour beaucoup d'entre eux en tous les cas. Bon, bien vous continuez de voter évidemment sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nous allons revenir tout de suite à nos affaires, j'ai envie de dire franco-françaises, même j'allais dire dans cette communauté qui se divise plus que jamais avec une nouvelle initiative signée Marwan Mohamed. Vous en avez tous entendu parler. Avec cette consultation, c'est ce qu'il a annoncé donc le 9 mai dernier, le lancement d'une consultation des musulmans de France afin d'impulser la création d'une nouvelle instance cultuelle, incluant toutes les sensibilités présentes au sein des communautés musulmanes, de poser des fondations d'une relation constructive et franche avec l'État, fondée sur l'égalité de traitement de tous les citoyens et sur l'indépendance réciproque du politique et du religieux, conformément au principe de laïcité. Voilà ce qu'entend mener Marwan Mohamed. Alors c'était une consultation qu'il a lancée et qui a déjà recueilli plus de 4000 votants. En faisant ça, puis on est passé à 10 000 là. Ah, 10 000, d'accord, j'en ai loupé quelques-uns. En tout cas, ça marche dur, ça marche bien, et visiblement, il a compris quelque part que les musulmans, quand on les consulte, ils se sentent impliqués, et il envoie un gros pied de nez, j'ai envie de dire, au CFCM. Ce CFCM qui a réagi en disant... il est gentil, Marwan Mohamed, mais il représente que lui-même. Et nous, on va aussi lancer notre réforme de notre instance. C'est ce qu'avait annoncé en tout cas le président Ahmed Ograt, le président du CFCM. Et c'est marrant, et c'est intéressant de voir que Marwan Mohamed dit j'étais pas au courant. Bon, voilà, ça continue en fait. Chacun essaye de faire son petit truc de son côté pour diviser plus que jamais quelque part. Mais est-ce que l'initiative est bonne? Tiens, Tariq Mami, là-dessus, Marwan Mohamed qui se lance dans cette consultation des musulmans de France. Alors moi, est-ce que vous l'avez lu d'abord? Oui, et je vais le signer. J'ai pas encore eu le temps de signer. Ouais. Et je demanderai aux auditeurs de lire et s'ils se retrouvent qu'ils signent et non pas signer, mais répondre aux questions, parce que vous pouvez ne pas signer et répondre aux questions si les questions vous disent quelque chose. Donc moi je suis pas particulièrement fan, je vais réveiller quelques mauvais souvenirs, je suis pas particulièrement fan de monsieur Marwan Mohamed, que j'ai eu interviewé à plusieurs reprises sans que ce soit ni un copain ni un ami, comme cela a été le cas de Tariq Ramadan depuis 15-20 ans, mais j'allais dire c'est pas parce qu'on doit aimer ou ne pas aimer qu'on doit réagir à l'émotion. On lit ce texte, est-ce qu'on y trouve une initiative et deuxième chose, que le CFCM fasse sa consultation dont il a parlé et Mohamed doit être au courant comme tous les autres, mais que ceux qui ne font jamais rien, les critiqueurs professionnels qui attendent qu'une initiative sorte pour venir la critiquer, ferment un petit peu leur bouche et soit prennent une initiative, soit se taisent, mais que on a obtenu dans cette communauté une spécificité, ne jamais rien faire et empêcher en même temps tous ceux qui veulent faire. Donc c'est bien vu alors, Tariq. Pour moi c'est très bien vu. Et les questions sont bien posées. Non mais attendez, oui, mais je peux ne pas être d'accord. Ouais. Je peux voter non aux 17 questions, mais je peux pas dire le bonhomme n'a pas bien fait de faire. C'est ça, si vous voulez, que dans cette communauté, on n'arrive pas encore à admettre. Mais qu'est-ce que vous voulez si par exemple, il a dit que les résultats seraient connus au mois de septembre. Le but, c'est quoi? C'est de créer une nouvelle instance. Non, mais c'est d'aller concurrencer le CFCM. Non, même s'il le dit dans ces termes, c'est un sondage. À la fin de vos sondages, vous avez des réponses. Ouais. Et vous publiez les réponses, et vous dites, moi, Marwan, je propose ça. C'est pas parce que Marwan propose que ça va se faire, mais mieux vaut que ce soit Marwan qui propose des choses sur lesquelles Macron, qui est un garçon intelligent de l'autre côté, finira par piquer une ou deux idées sur le 17, que de rester attendre à ce qu'un grand fonctionnaire, qui ne parle pas l'arabe, qui connaît rien à l'islam, qui ne connaît rien à cette communauté, soit nommé par le président dans un coin, du côté du Conseil d'État. C'est comme ça que ça marche en France, que le mec, au bout de 6 mois,
pond un rapport qui n'a rien à voir avec la réalité sociale, mais qui est plutôt la reprise de résumé de ce qu'on appelle aujourd'hui les télévisions d'information continue, et qu'on explique que l'islam, comme dans la signature de la pétition de 300 personnes, est fondamentalement mauvais. Donc, bravo à Mohamed, même si je partage pas beaucoup de choses avec lui. Ouais, parce qu'il dit à propos de cette, comment j'allais dire, le fait que le président Emmanuel Macron s'intéresse et essaie et va proposer des choses. Alors, il s'est entouré de gens qui, selon lui, en tout cas, sont pas très au courant du fait, à savoir Gilles Kepel ou encore Hakim Mekaroui. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au fait, mais par contre, on dit qu'ils ne vivent pas la situation que 99% des musulmans vivent au quotidien dans leur vie. Les pratiquants et les non-pratiquants. Je vous donnerai tout à l'heure les chiffres sur les musulmans pratiquants et sur les chiffres des musulmans pas pratiquants, et vous allez sauter au ciel parce que vous allez pas me croire. Est-ce que c'est pas interdit ce type de sondage? Non, mais on s'en fout des sondages. Moi, je voudrais que le CFCM publie sa consultation, que Tarek Mami fasse sa consultation, que l'UOF fasse qu'on sache ce que les gens ont envie de dire. Moi, j'ai une seule chose à leur dire à tous. Je leur ai dit, de dire pourquoi vous faites vos élections dans vos mosquées, par vos délégués que vous choisissez, vous traficotez les mètres carrés pour avoir le plus, et en plus, avant de faire ça, vous allez voir le consul de Tunisie, d'Algérie au Maroc, pour lui dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes français? Alors, commençons par ouvrir la participation aux mosquées. On dit, par exemple, le 15 juin. Maroc, Tunisie, c'est pas trop. Non, mais je dis parce que pour ne pas encore tirer mon chapeau, le Tunisien, machin truc. Non, mais en plus, c'est vrai, vous avez raison, Tarek, la Tunisie n'est pas absolument pas concernée par ce type de guerre. Le 15 juin, il va y avoir des élections, par exemple, CFCM. Les patrons de CFCM, ils disent du 1er mai au 30 mai, tous ceux qui se considèrent comme intéressés vont s'inscrire sur une liste claire dans la mosquée de leur quartier ou un truc comme ça pour créer des circonscriptions électorales, j'allais dire. Et que le jour J, les mosquées présentent une liste, d'autres présentent, les gens votent. La démocratie, c'est quoi? C'est je décide à ta place et je dis que je suis représentatif. En tout cas, c'est mon point de vue. L'initiative de Marwan Mohamed, Fatima, tu la ressens comment? Et en tout cas, force est de constater qu'elle obtient un gros succès. Oui, alors déjà pour répondre à ta question de savoir si c'est interdit de faire des sondages à propos du fait religieux des musulmans en particulier, ça fait des années qu'il y a des sondages sur les pratiques des musulmans, publiés notamment par l'Institut Montaigne. On en parle à longueur de temps dans les médias. Alors est-ce que les musulmans pratiquent plus ou moins? Est-ce que j'ai dit une bêtise, mais est-ce que c'est pas interdit? Alors là où c'est loin d'être interdit, c'est que ça fait très très longtemps, ça date pas d'avant-hier, que l'État français s'intéresse aux musulmans, à leurs pratiques, etc., etc. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent là-dessus, il y a énormément d'islamologues qui travaillent là-dessus, de journalistes qui du jour au lendemain deviennent des spécialistes de l'islam, etc., etc. Donc ça existe déjà depuis longtemps, et je vous dis, Institut Montaigne, ils sont pignons sur rue là-dessus. Gilles Kepel aussi. Par ailleurs, non, quand tu disais, voilà, est-ce que c'est pas quelque chose qui vient diviser parce que ce serait contre le CFCM? Moi, j'ai l'impression, alors je le connais pas, Marwan Mohamed. C'est pas moi. Non, alors voilà, c'est ce que dit le CFCM. Oui, j'ai l'impression, moi, comme ça, vu de l'extérieur, que ce que vise Marwan Mohamed, c'est de dévoiler, démasquer les intérêts des pouvoirs publics français. J'ai l'impression que c'est plutôt les pouvoirs publics français qui visent, c'est-à-dire des pouvoirs publics français qui, depuis la colonisation, depuis l'Algérie française, en réalité considèrent qu'ils se doivent d'avoir une gestion coloniale de l'islam. Ouais. Et ça, c'est pas l'islam de France, c'est pas d'aujourd'hui, ça date de 1830 presque. Enfin, en tout cas, ça fait très très longtemps que l'État français considère que l'islam est à gérer de manière coloniale, et donc qui a créé des créatures, dont le CFCM. Et donc j'ai l'impression que Marwan Mohamed cherche à dévoiler. Par exemple, dans son enquête, j'ai lu quelques questions. Il y a la question, par exemple, de savoir par qui vous sentez représenté le plus. Si au moins cette enquête permet de montrer que, par exemple, quelqu'un comme Chalgoumi est une imposture, qu'il incarne une imposture, qu'il y a 0% des musulmans qui se sentent représentés par cet individu, déjà ce serait déjà pas mal. Par ailleurs, voilà, montrer que les musulmans, voilà, ils se sentent plutôt représentés, plus ou moins, en tout cas ils ont plutôt des affinités avec d'autres figures qui ne sont pas médiatisées, en tout cas à qui on ne propose pas le micro. Donc déjà, ça, ce serait déjà pas mal qu'on puisse démasquer les imposteurs déjà dans les médias à qui on donne le plus de la parole. Donc c'est bien vu pour toi, Fatima, si j'ai bien compris. Moi je trouve que c'est très bien. Bon, comme initiative, ça crée pas du tout de division. Enfin, si le terme en plus que tu utilises quand tu dis division, c'est fitna, je trouve que c'est pas du tout ça. En tout cas, ce n'est pas moi qui dis ça, Fatima, c'est le CFCM. Ouais, qui parle de division CFCM, et qui dit d'ailleurs que ce monsieur ne représente que lui-même. Mais comme eux.
Voilà. Comme eux, on est musulmans, on n'est pas catholique, donc c'est pas des papes. Il y a pas d'église en islam, donc ils représentent pas plus que Marwan Mohamed. Peut-être ce que vous avez peut-être pas saisi, c'est que le CFCM, il y a à peine un mois, a annoncé aussi une consultation pour réformer un petit peu l'instance à l'initiative donc de son nouveau président Ahmed Ograt. Et donc, si vous voulez, le fait que Marwan Mohamed arrive avec son grand chapeau, son site internet et cette consultation, ça passe mal auprès du CFCM, c'est tout. Christophe, oui. Moi, dans la vie, les annonces, ce sont des promesses. Et les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Le CFCM n'avait pas à faire d'annonce. Il publie, il dit voilà ma consultation, qu'il travaille d'abord. Il travaille pas. Ils sont 4. Je les connais tous et je les aime beaucoup tous les 4. Et je les pratique tous les 4. C'est des SMS qu'on échange. C'est des mails. Il y a une vraie amitié. Je leur dis les yeux dans les yeux, vous travaillez pas. Vous ne travaillez pas, parce que vous savez pas travailler. C'est pas votre métier. L'un est commerçant, l'autre est prof, l'autre machin. C'est pas votre métier. Vous ne connaissez pas. Deuxième, parce qu'aucun de vous, à l'exception peut-être d'un demi, que je respecte lui beaucoup, personne ne prend d'initiative sans appeler son consul. Et son consul lui dit, moi je suis marocain, ça, on est en garde. Non mais je vous le dis. Non mais ça c'est un drame, mais ça oui bien entendu. Aussi, parce que vous savez, l'État français c'est le marionnettiste qui vient haut et qui lui laisse les 4 consulats jouer et après il vient encore et rajoute une couche. Donc bon ils sont gentils mais ils font rien. Alors maître Anissa Regui, de quel regard vous voyez un petit peu tout cela, cette consultation de Marwan Mohamed? Est-ce que vous l'avez lu d'abord? Alors oui, moi j'en ai entendu parler en effet, notamment en regardant les réseaux sociaux, et je me pose toujours la question du sens en réalité quand je vois une nouvelle initiative émerger quelque part. Et là pour le moment ça reste un peu confus parce que j'arrive pas à savoir à quoi ça va servir. Et mon souci il est là, c'est-à-dire que si ça vient, si ça apporte une crédibilité à la parole des musulmans de France, pourquoi pas? Il n'y a pas de difficulté. Je pense que là, en effet, au lieu de se faire confisquer continuellement la parole par des charlots, passez-moi l'expression, c'est bien que eux-mêmes, enfin, qu'il y ait une verticalité, je dirais, du mot et que voilà, et que quelqu'un puisse restituer, je dirais, la parole des musulmans de France. Par des statistiques, par autres, voilà. Si en revanche cette parole-là est instrumentalisée à des fins, je sais pas moi, politiques, je sais pas, enfin, là, moi, ça me gênerait encore parce que je me dirais tiens, encore une initiative qui finalement sert plus les intérêts, voilà, ou d'une, je sais pas, d'une personne ou d'un groupe plus que l'intérêt général, enfin l'intérêt général rapporté aux musulmans de France. Donc voilà, moi je suis un peu là-dedans, je sais pas trop où on va avec cette consultation et ça m'embête un peu. Vous voulez que je sois cynique sur Christophe? Oui, allez-y. On adore ça. Tarek Ramadan est en prison. Oui, ça oui. Il y a une place à prendre. Ah, voilà. Ça vous va aussi? Bon. Bah oui, non, mais alors là, bravo, je vous dis bravo, Tarek. Non, mais vous faites toutes les lectures et vous acceptez toutes les lectures. Et après, vous dites, qu'est-ce que je peux tirer de mais en même temps, ça pose la question de savoir si en effet les musulmans de France, mais je sais pas, on en revient, je vais pas reprendre les propos d'Hollande, je suis pas là-dessus, mais c'est vrai, mais ça me pose la question en termes aussi de l'art religieux. Est-ce que les musulmans de France ont besoin d'une représentation politique? Est-ce que si on se... D'une personnalité peut-être? Oui, voilà. Oui, Damien, ton regard là-dessus? Ça paraît impératif. Qu'est-ce qui paraît impératif? Que tu prennes la parole, bien sûr. Non, le fait que les musulmans de France aient de représentants, tout simplement parce que si on n'a pas de représentants légitimes, ça veut dire qu'on n'a pas de pouvoir, et si on n'a pas de pouvoir, les politiques nous respectent pas, tout simplement. Alors, juste que dans tous les pays européens, vous avez le grand parti, il s'appelle les chrétiens démocrates. Il n'y a qu'en France où le phénomène n'a pas pris parce qu'il y a 1905, parce qu'il y a des vieilles batailles idéologiques. Mais dans tous les pays, qui y a en France un vrai parti musulman démocrate, après, pourquoi Anissa pas? parlait plus peut-être de personnification du pouvoir, en fait, de représentants, parce que toi tu parles d'organisation politique, mais on n'est pas obligé de l'incarner par des personnes. Non, mais je parle de leader. Dans les partis, justement, dans les partis chrétiens démocrates, il n'y a pas un chef. Il y a des chefs et les gens travaillent dans une vision. Donc ils ne travaillent pas pour faire de la France un pays. Il y a un parti chrétien en France, hein. Oui, Comment s'appelle d'ailleurs Christine Boutin, là. Boutin, voilà. Non mais oui, c'est une démocrate chrétienne. C'est pas pour faire de la France un pays islamique, c'est pour faire, quand il y a un débat par exemple sur la biotique, que le point de vue religieux musulman comme celui juif ou comme celui chrétien soit pris en considération par les législateurs. C'est aussi ça et la dimension. La dimension chrétienne, par exemple en Allemagne, elle amène toujours une dimension protestante en plus de la répartition des richesses. Donc c'est cette dimension-là qui est dans la politique. C'est pas pour dire on va décréter que le vendredi après-midi l'administration française ne fonctionne pas. Sauf qu'il y en a beaucoup dans la communauté
qui pensent que l'opération politique musulmane, c'est pas arrivé celle-là. C'est ça qui est dramatique. Damien. Au-delà, enfin, c'est pas seulement une question d'organisation politique, c'est une question d'organisation tout court au sein de la société civile. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, les leaders, ils sont en carton-pâte. Donc du coup, la communauté n'a pas de pouvoir. Et comme elle n'a pas de pouvoir, elle n'est pas respectée politiquement. Donc c'est toujours pareil. Par rapport au sondage, je réfléchissais pendant qu'il y avait le tour de table. Je dirais 3 mots. D'abord, 1, reconnaissance. 2, pragmatisme. Et 3, prudence. D'abord, reconnaissance. Parce que il fallait le faire. Et Marwan Mohamed l'a fait avec son équipe. Ça fait des années que ça aurait dû être fait. Et aucun de nous, même autour de cette table, ne l'a fait. Donc on doit juste être reconnaissant de cette initiative. Ouais. Ensuite, pragmatisme par rapport à ce qui s'est fait et ce qui doit être encore fait. Donc pour moi, le CFCM, c'est une sorte de Frankenstein, donc imaginé par l'État français. Aujourd'hui, ce Frankenstein, il a des béquilles. Et je pense que là, la consultation vient de lui péter une béquille. Et c'est pas plus mal. Et la prudence ? Je ne connais pas personnellement les gens du CFCM. Je vise directement l'organisation. Prudence, parce que j'ai la pub. Prudence. Prudence. On peut pas faire après la pub. Si tu veux. Non. Okay. Prudence. Premier problème, la personnification autour de la consultation. Il y a un risque, c'est qu'aujourd'hui on a un homme et on n'a aucune identification derrière lui. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver derrière Marwan Mohamed, même si il a fait un super travail. Deuxième chose, la question de l'après, parce que dans sa consultation, il dit voilà, on va organiser les musulmans, on va réorganiser le culte. Tout ça est très flou. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un agenda derrière? Est-ce qu'eux ont imaginé des choses? Est-ce qu'ils n'ont rien imaginé? Et la dernière chose, on a un problème, c'est que c'est du top-down. C'est-à-dire, on part d'une tête et on va jusqu'à la base des musulmans. Stop. Aujourd'hui, merci. Dans un instant, la suite, et on va écouter ensemble, apprécier, déguster même la vie tranchée de Fatima Wassak dans un instant sur France Magazine 2, parler d'une affaire dont on parle beaucoup dans les médias d'ailleurs, cette histoire. LGF, le grand forum, on est là messieurs dames avec du beau monde autour de cette table et ça fait plaisir pour ce dernier vendredi. Oui, c'est le dernier avant le mois béni sacré du Ramadan. J'ai une petite question à vous poser à tous, question de conscience, parce que chacun n'a pas forcément la même vision et ça se respecte et c'est ce qui fait d'ailleurs la diversité de cette belle communauté aussi quelque part. Vous savez que la nuit, alors c'est plus la nuit du doute, Tarek, ça s'appelle la nuit de l'annonce maintenant. La nuit de l'annonce pour éviter le doute et pour la mettre en valeur. Donc alors, on annonce le Ramadan. Alors ce qui est intéressant, j'ai lu tout à l'heure un article dans une presse, bon je peux la citer, Safir News, qui dit le CFCM se réunit à la mosquée de Paris pour voir la lune, mais il ne la regarde même pas. Ça a été dit dans Safir News. Cela dit, donc cette nuit de l'annonce c'est pour mardi soir et il semble apparaître entre guillemets que le CFCM choisisse la date du jeudi 17. Ça, c'est ce qui apparaît. Mais il y a évidemment donc 2 possibilités, soit mercredi, soit jeudi. Et on rappelle que le CTMF avait annoncé les dates à l'avance, se basant sur le calcul astronomique. Et par conséquent, ils ont révélé que la date du premier jour du Ramadan serait le 16 mai, le mercredi, et que l'Aïd serait le 15 juin 2018. Ça me pose un problème de conscience, Tarek Mami. En tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je tiens à vous le dire. Moi, je dirais que c'est un peu plus ridicule que ça. Moi, j'envoie des lettres, je m'en fous, j'écris, j'envoie, et puis chacun fait ce qu'il veut de mes courriers et des trucs. J'ai envoyé à la mosquée de Paris dans les années 82 une lettre composée en 2 parties. La première, c'est mettez-vous, vous êtes les chefs, messieurs, vous êtes les chefs, mettez-vous d'accord sur un principe. Exact. L'astronomie, l'Arabie Saoudite, Alger, Rabat, un principe. Et on suivra. Et de manière à ce que tous les ans, on dit en application des principes adoptés, voilà telle date. Mais ne nous faites pas un coup l'Algérie, et quand vous avez des problèmes avec l'Arabie Saoudite, ça devient l'Arabie Saoudite, et après c'est l'astronomie, comme en 2013 avec l'OIF. Ça c'est la première. Bien sûr, pas de réponse. La deuxième, messieurs, pouvez-vous nous aider à créer 2 instances que ne font de la religion que les compétences religieuses? Un mec comme Cheikh Roumi, on lui passe le bac religieux, il l'a pas, il n'est pas religieux. Et à côté, on fait ce que Damien appelle à ma droite, et c'est le hasard géographique, la représentation politique. Et en ayant 2 pieds, ceux qui savent faire de la politique, les militants, les activistes, des trucs, parlent de faits de société, parlent d'organisation, parlent de racisme, parlent de tout.
Et ceux qui connaissent la religion, parce qu'ils sont diplômés, parce qu'ils ont d'expérience, parce que, s'occupent de la religion. Et n'amenez pas des représentants pour les musulmans, soi-disant, donc, des religieux, pour parler de faits de société. Ils connaissent pas. Et donc, j'attends toujours la réponse, hein, mais ouais, c'était 1982, hein. En tout cas, ceux qui suivent le calcul astronomique, hein, d'ailleurs, la Turquie a annoncé d'ores et déjà les dates du Ramadan, parce que eux se basent sur le calcul astronomique depuis bien longtemps, d'ailleurs. 74, réunion à Istanbul. Tous les pays musulmans sont d'accord pour l'astronomie. Mais l'Arabie Saoudite rajoute un paragraphe en bas, mais ceci se fera au fur et à mesure selon les pays, les compétences, la culture. Quoi qu'avec MBS, on n'est pas à l'abri, hein. Décidé le 15 juillet. Si son patron numéro 1 Trump lui dit de faire, il fera, parce que lui il fait là où on lui dit de faire. Ouais, c'est ça. Pas de Ramadan cette année. Bon, en tout cas, les Si filles. j'étais Jean-Pierre Chevènement, je dirais il faut que cette nuit du doute se fasse discrète. Est-ce que les filles, vous allez attendre la nuit de l'annonce, ou est-ce que dans votre tête, ça y est, mercredi, vous jeûnez? Moi, j'attends le coup de fil de mon père. Voilà. Ah ouais. Qui n'habite pas à Paris. Il n'habite pas à Paris. Qui n'habite pas à Paris. Il habite à Lille, mais bon, c'est pas loin. Ah, ça va, non, d'accord. il gagne J'allais dire s'il est au Maroc, toi tu vas jeûner vendredi, il y a des chances, hein. Bon, d'accord. Donc Anissa, pareil. Ouais. Attends la nuit. J'attends les anciens. Je suivrai la vie des anciens. Ah oui, d'accord. Damien, toi t'es. Je vais sortir mon planétarium. Les anciens ont raison, même quand ils ont tort. Passez les anciens. Exactement. Bon, est-ce qu'on est prêt pour après chacun sa conscience, en espérant que parce que c'est quand même mieux quand même quand on fait Ramadan tous ensemble, c'est quand même plus beau, plus déjà que c'est difficile dans le pays où des fois l'odeur, on sent pas trop le Ramadan quand même dans certains endroits, quoique plus qu'auparavant, Tarek, hein. Je vais pas vous vieillir, mais à votre époque, on sentait pas trop Ramadan, hein, quand on vivait moi, en j'ai eu la France. chance, je sais pas si, mesdames, vous allez, cher Christophe, la balle au bon, avoir le temps d'enregistrer leur émission Mon Ramadan à moi. Mais moi, j'ai une chance de vivre le Ramadan dans plusieurs pays du monde. Pas totalement, mais des fois c'est le premier jour, des fois c'est le dernier jour, y compris à Jérusalem d'ailleurs, Al-Quds, et dans d'autres pays. Et l'ambiance n'est pas pareille quand vous êtes dans un pays majoritairement de culture musulmane, et dans un pays majoritairement de culture non musulmane. Et encore en France, on ne le vit pas pareil à Marseille, où l'ambiance est quand même ramadanesque, qu'à Neuilly. Même en dehors du Ramadan. Voilà, qu'à Neuilly, où bon, c'est un jour comme un autre. Donc, le Ramadan est une impression personnelle, moi je pense, que chacun la vit avec ses tripes, avec ses émotions à lui, avec ses histoires à lui, avec son olfactif à lui. Moi je me rappelle que quand j'avais 6 ou 7 ans, dans le sud de la Tunisie, ma mère m'a dit tu fais le Ramadan, tu fais pas le Ramadan, tu es trop jeune. Je dis non, cette année je vais le faire. Je descends au marché et je rentre avec au moins 35 yaourts différents. Parce qu'en voyant à 17h les œufs, j'avais envie de tout manger. Et quand je les amène à la maison, maman elle me dit bon, maintenant tu vas te mettre sur le côté et ce soir ton repas va être les 35 Ramadans, comme ça tu apprendras ce que c'est. Donc c'est aussi ça le Ramadan qui reste en mémoire. On aura l'occasion évidemment d'en reparler du Ramadan, c'est pour la semaine prochaine de toute façon. Et quoi qu'il en soit, c'est le dernier vendredi avant Ramadan. On verra si on aura tous autant la pêche à partir de mercredi ou de jeudi. J'espère que oui. Hein? Bah, bien sûr, parce que voilà, bon, les 3 premiers jours sont un petit peu difficiles, puis après ça y est, ça rentre. Voilà, en tout cas, ça fait du bien, ça permet de formater un petit peu le corps, d'éliminer tous les trucs toxiques et puis de se refaire une bonne santé. Inch'Allah, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti pour l'avis tranché de notre amie Fatima Wassak qui va nous parler d'une affaire dont on parle beaucoup dans les médias et pourtant une affaire qui s'est déroulée le 29 décembre dernier. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Eh oui, c'est une affaire absolument dramatique qui a vu la mort d'une fille de 22 ans, Fatima. Alors vous connaissez tous le serment d'Hippocrate, du nom de ce médecin grec sous l'Antiquité, serment qui peut être considéré comme le texte fondateur de la déontologie médicale en Occident. Alors je cite un extrait de la version moderne de ce serment. En tant que médecin, je veillerai au respect absolu de la vie humaine. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyances d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interposent entre mon devoir et mon patient.
Donc dans ce serment, on voit que les médecins sont censés, enfin c'est un serment que les médecins prononcent avant d'exercer. Ils sont censés, et c'est la base de leur déontologie, ne pas discriminer leurs patients en fonction notamment de leur origine ethnique. Par ailleurs, vous le savez, le système de santé français est essentiellement un service public dont les fondements sont totalement égalitaires. Ils sont nés après la Seconde Guerre mondiale et c'était ce qu'on appelait à l'époque l'État-providence. Les hôpitaux, par exemple, ont l'obligation de prendre en charge toutes les personnes vivant en France qui ont besoin d'être soignées. C'est une obligation légale. Donc on peut se dire qu'en France, nous sommes tous égaux dans l'accès aux soins, tous égaux dans la manière dont les professionnels de santé traitent les patients et les patientes. Et on se dit qu'il ne peut pas y avoir de discrimination en matière de santé. Éventuellement, il peut y avoir des discriminations dans l'accès au travail, dans l'accès au logement, à l'entrée des boîtes de nuit, etc. Mais pas dans le domaine de la santé, parce que la santé, c'est sacré, donc on ne discrimine pas. Et c'est là, donc, que la société française est confrontée, depuis quelques jours, à un enregistrement donc qui date d'il y a 6 mois. Enregistrement où l'on entend une jeune femme agoniser et 2 opératrices du SAMU lui refuser de la prendre en charge. Quelques heures après ce refus de prise en charge par ces opératrices, donc, Naomi Musenga décède le 29 décembre 2017. Que s'est-il passé ce 29 décembre 2017 ? Comment expliquer cette non prise en charge par les opératrices du SAMU ? Alors depuis mardi, les médias mainstream tentent une explication. Ils donnent la parole à des personnes ayant eu des déboires avec le SAMU. Par exemple, dans un article de Ouest France. Et alors, qui témoigne dans cet article ? 3 personnes. Thierry, Alexandre et Isabelle. Donc, ok, on est tous concernés. Ça n'a rien à voir avec le fait que Naomi Musenga était noire et que les opératrices le savaient. Les responsables politiques aussi parlent de problèmes de moyens. Alors évidemment, les macronistes ne parlent pas de problèmes de moyens, puisqu'ils comptent encore en enlever des moyens. Donc eux parlent d'incompétence. Voilà, mais entre manque de moyens ou incompétence, ou les deux, voilà, ça dépend du bord politique. Alors évidemment, la privatisation du système de santé pour en faire un marché comme un autre et la pénurie de moyens dans le service public de santé, orchestrée par l'État, justement pour pousser à la privatisation, est un gros problème. Ça, on le sait. On sait qu'à coup de réforme des hôpitaux, il y a une volonté de casser ce service public, de le rationaliser, faire que le patient soit de moins en moins patient et qu'il devienne de plus en plus un client. On est bien placé pour le savoir. Par exemple, faut voir comment, faut voir quelles sont les conditions de travail des professionnels dans un hôpital comme l'hôpital André Grégoire, par exemple, dans le 93 à Montreuil. Comment ces conditions de travail se dégradent. Voir aussi comment, faute de moyens, sont traités les patients pour beaucoup de classes populaires, noirs, arabes et roms, dans cet hôpital. Donc, on sait qu'il y a un vrai problème de moyens, comme on dit. Tout ça, on le sait. Mais oser réduire la non prise en charge de Naomi Musenga à un manque de moyens, c'est d'une indécence écœurante. Parce que ce n'est pas qu'une question de manque de moyens. Le système de santé en France, donc l'accès aux soins en particulier, est très inégalitaire et discriminatoire. On n'est pas traité de la même manière selon que l'on soit pauvre, étranger non blanc, femme par rapport aux hommes, vieilles et vieux immigrés ne parlant pas bien le français, femmes non blanches, femmes portant un foulard, hommes, femmes et enfants roms, femmes qui ont un accent asiatique, maghrébin ou subsaharien. Les deux problèmes, la question des moyens et la question des discriminations, évidemment, sont liés. Il ne s'agit pas de le nier. L'un aggravant l'autre, mais il y a un problème de discrimination qui existe en soi. On le sait, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le défenseur des droits concernant le refus d'accès aux soins pour les personnes ayant la CMU, par exemple, ou pour les migrants. Régulièrement, on voit des refus de soins et de prise en charge à des femmes qui portent un foulard. Une étude portée par plusieurs acteurs institutionnels et qui devrait bientôt être publiée montre que le système de santé en France n'est pas épargné par le racisme structurel. Au contraire, il y participe, notamment du fait du mépris de classe, des représentations racistes et sexistes des professionnels de santé. Alors on connaît ces représentations dans le rapport au ventre des femmes, pour reprendre une expression de Françoise Vergès, c'est le titre de son dernier livre, le ventre des femmes africaines. Quelles sont ces représentations ? Par exemple, les femmes maghrébines qui se plaignent de douleurs au ventre, c'est parce qu'elles exagèrent, elles font la comédie, elles font les hystériques alors qu'elles n'ont rien. Les femmes subsahariennes qui se plaignent de douleurs au ventre, elles ont vu pire, elles s'en remettront, elles savent encaisser. Les femmes non blanches en général qui se plaignent de douleurs au ventre, c'est déjà bien qu'on les accueille en France, elles ne font que profiter de la sécurité sociale. Toutes ces représentations, elles existent, on les connaît, elles traversent le champ de la santé en France. Quand on écoute l'enregistrement, d'un côté on entend une jeune femme qui agonise, là-dessus on est tous d'accord. Là où on n'est pas d'accord, c'est de l'autre côté. Certains voudraient nous faire croire qu'il s'agit de personnes fatiguées et stressées, le manque de moyens donc. Nous, ce qu'on entend, c'est 2 femmes racistes, négrophobes, qui se tapent des barres alors qu'une jeune femme les supplie de l'aider. On sait les reconnaître
quand on a déjà eu affaire au racisme. On sait reconnaître leur voix. On sait très bien l'effet que produisent nos noms et nos prénoms au téléphone. On sait très bien ce que produit au téléphone l'accent des membres de nos familles quand c'est un accent du bled, comme on dit, donc un accent maghrébin ou subsaharien. Ce ton-là, humiliant, méprisant et raciste. Alors peut-être que les Alexandre et autres Isabelle de Ouest France se sont déjà fait rembarrer par le SAMU au téléphone, peut-être, mais c'était pas pour se moquer de leur nom de famille alors qu'ils étaient en train de mourir. Donc nous, on sait que c'est pas que le manque de moyens. On n'a aucun doute là-dessus. On sait faire la distinction entre une voix fatiguée et stressée par le manque de moyens et une voix violemment raciste et négrophobe d'une personne qui profite d'un rapport de pouvoir pour humilier et faire du mal, car il s'agit de cela. Les deux opératrices ont profité du rapport de pouvoir qu'elles avaient vis-à-vis de Naomi Musenga, pouvoir immense, puisque c'est le pouvoir de la sauver ou de la laisser mourir. Elles ont profité de ce rapport de pouvoir pour l'humilier et lui faire du mal. Honte aux responsables politiques qui sont dans le déni face à une situation aussi indigne, aussi clairement raciste. Aujourd'hui, la famille a saisi le procureur. Une enquête est en cours. Une des opératrices du SAMU a été suspendue de ses fonctions en attendant l'enquête. Personnellement, j'espère que les deux opératrices seront jugées pour discrimination, non-assistance à personne en danger. Après, je suis pas avocate, mais selon les résultats de l'enquête concernant les circonstances exactes de la mort de Naomi Musenga, éventuellement, elles seront jugées éventuellement aussi, j'espère, pour homicide involontaire, en tout cas pour la deuxième opératrice. Naomi Musenga, paix à son âme, que Dieu veille sur sa petite de 2 ans, donc que Naomi laisse derrière elle, soutien total à la famille. Un comité de soutien est en train de se constituer pour réclamer donc justice pour Naomi. Des rassemblements vont avoir lieu, notamment à Strasbourg. Alors je donne la date, le 16 mai à 17h30, place Kléber, donc 16 mai à 17h30, place Kléber. On attend la date prochaine pour un rassemblement à Paris. Voilà, faudra y aller. Merci Fatima. Anissa, peut-être réaction, parce que toi tu avais prévu aussi de faire un avis tranché là-dessus. Oui, c'est vrai, j'avais prévu un avis tranché là-dessus et en réalité, je pense que Fatima apporte les réponses aux questions que j'allais poser dans cet avis-là. C'est-à-dire qu'en effet, bon, la question des moyens, du manque de moyens me paraissait évidente. Là-dessus, il y a pas contestation possible. Restait la question du racisme, en fait, parce que c'est vrai que moi-même, j'ai pris soin de regarder, en effet, d'examiner un peu les cas qui sont posés de défaut de prise en charge par le SAMU d'appels de ce type. Et j'ai été assez étonnée de voir que ça ne ciblait pas. C'est difficile d'ailleurs au téléphone de savoir quand on a peut-être Musenga, ça a été un nom à consonance. Elles en ont ri. On les entend rire là-dessus. Oui, tout à fait. Mais voilà, sur d'autres noms, par exemple comme le mien, je me suis posé la question pour moi. C'est Riggy. C'est vrai que je sais pas trop. On me dit souvent, ça fait pas. Voilà. Ça passe. Voilà, ça passe exactement. En tout cas, on est étonné de me voir après avoir annoncé mon nom. Mais c'est vrai que voilà, je me suis posé la question de racisme et en t'écoutant et en écoutant en effet ce que tu dis sur les ventes des femmes africaines, sur ce que tu dis un peu du syndrome méditerranéen, parce que j'ai découvert aussi ce terme-là en faisant les recherches. Et bien t'apportes finalement les réponses aux questions que je me posais. Donc voilà, je souscris totalement à ce qui a été dit par Fatima. Alors Tarek Mami, tiens, est-ce que vous allez avoir une position un petit peu différente? Est-ce que le racisme est avéré dans cette affaire selon vous? Moi, ce qui m'intéresse dans l'avis de Fatima, c'est que on chasse un autre racisme qui existe en France, c'est lui qui fait considérer tous les franco-maghrébins comme racistes vis-à-vis des Noirs. Et le fait que dans cette radio qui s'appelle France Maghreb 2, on le fait timidement, pour dire la vérité, mais qu'on commence à se préoccuper des problèmes du racisme et des discriminations avec S, sans nécessairement se concentrer sur les discriminations anti-franco-maghrébines, pour moi, c'est déjà plus qu'une avancée. Je reproche à notre radio, je l'ai dit en son temps, quand il y a eu des événements contre la communauté chinoise, ici, à Paris, avec des agressions par la communauté franco-maghrébine, nous n'avons pas eu la vigilance de dire est une agression. Et donc, je remercie Fatima pour introduire dans cet esprit de dire nous sommes contre toutes les discriminations et nous ne sommes pas nous-mêmes racistes pour nous défendre que les nôtres. Je dirais pas pour aller jusqu'au bout de ma réflexion comme le font d'autres communautés, mais ici, quand on parle de discrimination, c'est avec un grand S et merci Fatima pour ça. Damien, est-ce que le racisme est avéré selon toi dans cette affaire, ou en tout cas pas avéré, mais en tout cas apparaît?
Alors moi j'ai une chance, c'est que chance ou malchance, mais quand j'en parle avec des blancs, je considère que c'est une chance, donc je suis blanc. Et comme je suis blanc, j'entends beaucoup de choses que les personnes racisées entre guillemets, donc issues de l'immigration postcoloniale, ne peuvent pas entendre. Et je me prête souvent à un petit jeu avec des inconnus que je rencontre dans l'administration, dans les services de santé, dans les services de logement, de donc les mettre en confiance, dans la confidence, pour voir un peu ce qui se passe quand on les lâche. Et c'est pas triste. Il m'est arrivé récemment, il y a quelques mois, d'arriver aux urgences, et dans le cadre d'une petite conversation que j'avais avec un aide-soignant, il a commencé à dire des choses foncièrement racistes à l'égard de plusieurs personnes donc qui étaient dans l'accueil des urgences. Il y a 10 jours, avec un responsable copropriétaire, je l'ai mis entre guillemets dans la confiance, et il a commencé à me parler des mélanges. En me disant, vous comprenez, les mélanges, après ils sont beaucoup plus grands, ça pose des problèmes, ils sont dangereux, voilà. Et donc, du fait de cette chance, je prends conscience, en me prenant comme une bâche en pleine figure à chaque fois, de la violence en fait, qui n'est toujours pas résolue, qui est complètement banalisée dans notre société, qui touche également les jeunes générations. Et c'est vrai que parfois je me sens impuissant. Il a été une époque où en fait je reprenais les gens, alors je le fais toujours dans mon entourage, notamment ma pauvre mère qui ne se rend pas compte qu'elle fait du racisme, qu'elle produit du racisme sans s'en rendre compte, parce que c'est l'héritage culturel en fait qui veut ça. Je vois en tout cas qu'il y a un travail énorme à faire, et je suis très très inquiet effectivement quand je vois donc notamment cette mère qui a filmé en off. Elle était à une consultation de médecin, et la médecin ne voulait pas soigner sa fille. Arrive maintenant l'affaire de Naomi. Personnellement, je me sens impuissant. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si autour de la table d'autres personnes auront des idées concrètes en fait pour faire valoir des droits, peut-être pour punir en fait dans l'administration les actes de racisme, parce que cette femme est quand même passée à travers le filet, c'est-à-dire elle n'a pas été suspendue à la suite de l'affaire. Il a fallu 4 mois et la médiatisation pour qu'on la suspende. Non, suspendue le temps d'enquête. Ah d'accord. Voilà. Okay. Mais elle n'a pas été suspendue au départ. Il n'y a même pas eu de suspension de doute. Non, mais s'il n'y a pas de mobilisation, il n'y aura rien. C'est toujours pareil. Alors là, il y a plein de circonstances atténuantes. Donc il y a un manque de moyens. C'était une personne stressée, etc. Non mais attends, moi aussi des fois je suis stressée. C'est pas pour autant que je vais laisser crever quelqu'un qui est en train d'agoniser, que je vais me moquer, parce que je sais pas si vous avez entendu. Oui, t'as entendu l'enregistrement, tout ça. Mais c'est à vomir. Ah oui, non, mais c'est complètement, c'est insoutenable. Et ça, on vient de dire que c'est un manque de moyens. Non mais c'est vraiment, c'est vrai. Allez voir SOS Médecins. Appelez SOS Médecins. Non mais tu vois, et puis surtout elle se moque, enfin non, je suis désolée, c'est du racisme, et il faut vraiment et c'est pour ça que je dis que les responsables politiques, là où c'est écœurant, c'est que leur déni participe du racisme. C'est-à-dire qu'ils ne laissent même pas. Je veux dire là, c'est évident, c'est flagrant que c'est raciste. Moi j'ai publié le truc sur ma page, mais t'as une avalanche de personnes qui sont venues dire mais non, mais ok, c'est pas bien, etc. Mais c'est pas raciste. Moi, regarde, moi quand j'appelle le SAMU, etc. Non, c'est de notre devoir de dire que c'est raciste, qu'il faut imposer déjà. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut imposer cette question-là, l'articulation entre racisme et santé, parce que c'est vrai que la santé, on a l'impression qu'il n'y a pas de racisme dans la santé. C'est comme à l'école, ça a beau être des lieux nobles comme on dit, mais ça peut être traversé de racisme structurel. Il faut faire des études, il faut faire des enquêtes, il faut que les journalistes y travaillent là-dessus, qu'ils aillent un peu dans les hôpitaux pour avoir le ressenti des patients, savoir comment ils sont traités, comment ils peuvent subir des humiliations, etc. Et puis voilà, et puis s'organiser politiquement là-dessus. Bon, allez, dans un instant, on va parler d'un sujet tout aussi grave, puisqu'on va parler de handicap avec tes invités, chère Fatima. Dans le cadre de ton coup de cœur, on va parler de l'association La Pause qui organise un événement, c'est ce dimanche, et ça se passe, tiens, comme par hasard, vers chez toi, Bagnolet. Oui, on en reparle dans un instant, restez bien avec nous. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, LGF, le grand forum jusque 18h, et on parle de tous les sujets dans cette émission. Avec vous, chers amis auditeurs, Fatima Ouassak, Anissa Rigui, Tarek Mami et Damien Charles sont avec nous. Fatima Ouassak qui a ramené aujourd'hui avec elle une association pour parler d'un événement qui va se dérouler ce dimanche, Fatima. Oui, tout à fait, c'est l'association La Pause.
Voilà, qui existe depuis 2015, qui fait un travail formidable depuis déjà plusieurs années, qui organise donc un événement exceptionnel ce dimanche, et je vais laisser l'association en parler. Donc là, on a une partie de l'équipe, il n'y a pas toute l'équipe, mais il y a une partie de l'équipe. Ça promet. Donc, voilà. Saïda, c'est ça? Oui, bonjour Christophe. Bonjour Saïda, bienvenue. Bonjour, merci. Alors parlez-nous un petit peu de cette association La Pause. Quel est un petit peu son travail du quotidien, et que représente cet événement? Je crois qu'il s'agit de parler du handicap psychique, et je pense que là pour le coup ça va intéresser bon nombre d'auditeurs. Je ne sais pour quelle raison, mais il y en a malheureusement de plus en plus touchés par cet handicap. Merci Christophe et à votre équipe, merci à Fatima, merci à tout le monde qui est ici présent de cette invitation. Je vais commencer, à remercier toute notre équipe de La Pause qui a suivi la naissance de La Pause jusqu'à ce jour. Effectivement, on a deux événements qui s'annoncent. Celui qui est dans 48 heures, c'est notre première journée porte ouverte, donc dans laquelle on invite beaucoup de monde à nous connaître. C'est une association internationale d'utilité sociale qui milite pour les personnes touchées par le handicap mental et psychique, et en proposant des activités sportives, culturelles et artistiques en fonction de leurs possibilités. Voilà. Alors, le handicap psychique, ça on va en parler. Donc c'est quoi quand on parle de handicap psychique? C'est schizophrène Oui, ça touche aussi la schizophrénie, le psychique, c'est l'anxiété, le dépressif. Voilà, on s'adresse, La Pause s'adresse à un public quand même assez stabilisé. Dans son processus de traitement, un public adulte ou jeune adulte. Ouais. Et donc, La Pause offre des structures d'accueil, d'animation de jour, où on y pratique du sport, du chant, de la danse, de la cuisine. C'est quoi, ça sert à réinsérer quelque part les personnes touchées par ce handicap? Effectivement, c'est notre travail consiste à la réinsertion justement de ces personnes qui sont stabilisées, et à la réinsertion sociale, et surtout les sortir de eux et leur famille de l'isolement. Alors on le sait que, par exemple, pour ce qui est de pas mal de maladies qu'on connaît évidemment tous, la schizophrénie, le fait d'être bipolaire, le fait d'être, voilà, toutes ces maladies qui sont connues d'un grand public, j'ai envie de dire aujourd'hui, qui sont soignées pas toujours de la bonne manière en France. Il faut aussi parler et dénoncer quelque part les structures des hôpitaux psychiatriques qui pour le coup préfèrent, j'allais dire, pour trouver le mot juste, préfèrent des prises de médicaments à outrance plutôt que de chercher la cause du problème. Et on assiste à des gens qui se retrouvent finalement encore pire qu'avant, qu'ils soient rentrés à l'hôpital psychiatrique. Ça peut durer parfois des années pour certains d'ailleurs, d'autres qui font différents stages. Il y a un réel problème à évoquer, et sur lequel à se pencher sur les structures psychiatriques en France. Pour le coup, les hôpitaux, c'est vraiment une catastrophe, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réglementation dans ce domaine. Je sais pas si je me trompe, hein. Non, vous vous trompez pas, c'est pas trop dire. D'après les enquêtes de terrain qu'a eu l'équipe à faire toutes ces 3 dernières années, ce qui est lamentable à dire, c'est que ces structures hospitalières sont vraiment dans un état. Voilà, déjà le bâtiment. Il faut saluer aussi les équipes de santé qui font vraiment un travail formidable. Et c'est en fait le tout qui fait que la détresse. Mes enquêtes m'ont emmené à voir la détresse des familles, parce que aujourd'hui, il faut savoir que les familles, soit le père
qui est malade, soit le fils, soit la mère, soit la fille. Mais ça touche des gens de plus en plus jeunes en plus. Hein. Tout à fait. Donc il faut savoir que, et par cette occasion, je lance un appel aux familles justement. Ces maladies psychiques, ces déficiences mentales, ils ont un fil déclencheur. Nos problèmes de société sont présents. Donc et puis le jeune âge. Vous savez, Christophe, que le déclenchement de ces maladies-là, qui deviendra plus tard un handicap, se déclenche à partir d'un âge très jeune, suite à des accidents de la vie dans nos sociétés, à la maison, dans les familles, les divorces, le chômage, la précarité, la souffrance. Voilà, ça déclenche ces maladies-là, et donc c'est très jeune, c'est à partir de un jeune âge. Un enfant qui vit un divorce qui se passe mal, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et puis voilà. Vous voulez dire que ça aura des conséquences plus tard, peut-être? Pardon ? Vous voulez dire que ça aura des conséquences plus tard, peut-être, sur lui, sur son état psychique ? Tout à fait. Donc, la pause aussi profite de cette occasion pour lancer un appel aux familles. Attention, les enfants, c'est des éponges. Alors, Saïda, le fait de s'intéresser à ce problème, et d'ailleurs, bravo pour s'y intéresser, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. C'est pourquoi vous avez été vous-même concerné par l'un de vos proches, ou c'était vraiment... le fait de voir des gens autour de vous. Oui, non. Alors, le départ de la pause était une invitation à un congrès à la naissance de la pause entre fin 2014 et 2015. Elle était encore, la pause, en train de suivre les démarches de sa création, et on en a entendu parler au-delà de la Méditerranée, en Algérie, exactement. Oui, je précise d'ailleurs parce qu'on parle effectivement de vos actions qui se déroule ici, mais aussi de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, que ce soit en Algérie, en Tunisie et peut-être bientôt au Maroc. Et oui, on a des contacts actuellement avec 2 associations marocaines. Donc oui, voilà, on a trouvé justement une écoute et un intérêt au-delà de la Méditerranée, le Maghreb. Et Madagascar. Oui. Est-ce qu'il y a justement des problèmes différents qui se déroulent en Tunisie et en Algérie, parce que vous occupez principalement ces 2 pays-là du Maghreb pour l'instant. Est-ce que vous constatez des exemples similaires avec la France, ou est-ce qu'il y a une véritable différence concernant ce type de handicap et de traitement aussi à apporter? Oui, elle existe, cette différence. Pour avoir fait des enquêtes de terrain en Tunisie, en Algérie et ici en France, pas encore au Maroc, oui, elle existe, cette différence. À quel niveau ? Au niveau de, comment je vais le présenter, au niveau du pays du Maghreb, la déficience mentale, la folie, on va pas avoir peur de dire la folie, hein. Ouais. Parce que dire que quelqu'un est fou ou une folle, ça fait peur, hein. Voilà. Donc il faut comprendre, c'est la méconnaissance du sujet qui fait peur. Et en creusant un petit peu, j'ai parlé avec des gens, ils pensent encore que la folie, ça vient du sihr. Ah, ouais. Voilà, parce qu'on a été, comment on dit déjà, un sortilège. Oh, oui, voilà, un sortilège. Voilà. Oui, c'est vrai que dès qu'on a un problème chez beaucoup, c'est j'ai la haine ou voilà. Ils vont voir des voyants pour régler ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et dépenser. Et dépenser beaucoup d'argent. Et y compris utiliser la religion à travers les fameuses ruqya. Moi, la question que je souhaite vous poser, mesdames, puisque vous êtes 3 à prendre la parole, comment définir votre association? Est-ce qu'il y a des médecins qui sont membres de l'association? Est-ce que c'est un côté psychologique et social que vous amenez en soutien? Parce que rentrer dans un domaine comme celui-là, qui est déjà très compliqué dans la médecine, sans avoir peut-être, non pas les a priori, mais les éléments de base de la compréhension de la maladie, qu'elle soit de cette psychiatrie, quel est le moteur? Vous avez un objectif, est-ce que vous pouvez nous le dire? Et quel est le moteur du soubassement? C'est-à-dire, qui conseille pour que vous soyez sur la bonne voie? Parce que la bonne foi ne suffit pas. Je laisse la parole à notre secrétaire, Madame Sissemba, Madame Ndeye, qui est une personne, justement, du domaine de la santé. Donc, elle va pouvoir répondre à votre question. Madame la secrétaire, bonjour et bienvenue. Merci. Donc oui, je m'appelle Ndeye. À savoir que je suis de profession infirmière.
Donc c'est pas par hasard que j'ai choisi de m'investir au niveau de l'association La Pause. Pour répondre à votre question, donc La Pause, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas un établissement de santé. La Pause a pour objectif d'offrir un répit, une pause aux personnes touchées par les maladies psychologiques, par l'handicap mental, donc à des adultes qui sont au stade stabilisé. Pour ce faire, bien évidemment, on se rapproche. Pour l'auditeur de France Maghreb 2, c'est quoi stabiliser? Stabiliser, c'est on peut des fois utiliser des mots que les spécialistes connaissent, mais moi je suis dans ma voiture. Stabiliser, c'est quoi? Stabiliser, c'est une personne qui est suffisamment autonome dans les actes de la vie quotidienne et qui suit un traitement régulier qui fait qu'il n'est plus en période de crise et qu'il est déjà dans une phase de réinsertion. Donc c'est une personne qui continue à être suivie par des spécialistes, donc par des professionnels de santé, qui bénéficie d'un certain cadre et qui n'est plus hospitalisé en service de santé. Donc bien évidemment, pour qu'on puisse s'adresser à ces personnes-là, on travaille de manière très proche avec les établissements de santé. Par exemple, sur notre premier projet qui se déroule donc en Algérie, près de la ville d'Oran, on travaille avec des services de psychiatrie, on travaille avec des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychologues. C'est ces personnes-là, justement, ces établissements-là, qui nous adressent les personnes, les futurs bénéficiaires. Parce que, bien sûr, c'est ces personnes qui peuvent nous dire si ces personnes sont stabilisées, si ces personnes sont prêtes, parce qu'il y a quand même cette notion-là, sont prêtes à jouir des futures activités au sein de nos centres. Alors je vois que Saïda a une autre personne à sa droite, donc elle va aussi se présenter et nous dire pourquoi elle est assise dans ce fauteuil. Donc qu'est-ce qu'elle fait avec vous dans l'association? Du coup, bonjour à tous. La personne qui est à droite de Saïda, c'est Amira, et je suis chargée de communication au sein de cette association internationale. Ah bah c'est vous qui aurez dû prendre la parole en premier. Eh ben voilà. Chargée de com, toujours. Je vous tends la perche, Christophe. Amira, bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci, bonsoir. Donc pourquoi je suis assise ici? Oui, la question est un peu brute, mais elle est comme ça, voilà. Pour vous inviter à venir à notre porte ouverte qui se déroule ce dimanche-là. Et qu'est-ce qui va s'y passer d'ailleurs ce dimanche à Bagnolet? Il y aura à manger. Oui. Ah bah ça c'est une bonne raison avant le Ramadan. Ça va faire venir beaucoup de monde avant le Ramadan. Les papis seront régalés. Il y aura des ventes de On miel. sera chargé de com quand même. Voilà. Il y aura une prestation d'une luthiste qui sera parmi nous pendant la journée. Il y aura la présentation du projet de notre projet. Et on invitera aussi les gens à adhérer à notre cause. Ça sera aussi l'occasion pour eux, non seulement de connaître l'équipe, de toute façon, de mieux connaître le projet aussi, et pourquoi pas recruter nos prochains bénévoles. On a besoin que l'équipe s'agrandisse. Alors, je vais poser la question à Fatima Wassak. Pourquoi les avoir choisis en coup de cœur? Comment tu les as rencontrés et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'ils se retrouvent ici autour de cette table? Oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est une question qui n'est pas beaucoup abordée, la question de la santé mentale. Alors, il y a quelques semaines, vous vous souvenez, on avait organisé une journée le 10 mars autour du féminisme. Oui. Et était invitée une femme psychothérapeute, chercheuse à la Sorbonne, qui s'appelle Malika Mansouri, et qui nous a parlé à ce moment-là de santé mentale. Enfin, elle s'intéresse à la question de la santé mentale. Alors, plus particulièrement des jeunes en voie de radicalisation. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle en termes de politique publique. Et elle faisait vraiment le lien entre la entre guillemets radicalisation des jeunes auxquels elle avait affaire et des problèmes de santé mentale qui remontaient à la guerre d'Algérie. Par exemple, c'est-à-dire que elle montrait que, et elle a pris un exemple très particulier, bon, c'est parce que aussi cette journée s'intitulait féminisme. On rappelle que ces jeunes n'ont rien connu de la guerre d'Algérie. Mais bon. Oui, mais alors justement, elle a bien démontré, et puis alors c'est l'objet de ses travaux, que par exemple les viols de guerre qui ont été perpétrés en Algérie, vous savez qu'il y a beaucoup de femmes algériennes qui ont été violées pendant la guerre d'Algérie, et elles étaient violées devant les hommes entre guillemets, c'est-à-dire devant leurs fils, devant leurs frères et devant leur père. Et elles étaient violées ainsi, c'est-à-dire que c'était pas des viols isolés, c'était vraiment ordre qui était donné
aux soldats de violer ainsi pour détruire les familles à ce moment-là et aussi pour détruire les générations suivantes. Comme au moment des accords d'Évian, les Français, les Algériens ont signé donc des accords où on ne revenait pas sur le passé. Donc les uns et les autres ont décidé de ne pas parler de ce qui s'était passé, donc personne n'a parlé de ces viols massifs, industriels, c'est resté dans le déni, et Malika Mansouri montre qu'en fait, à cause de ce déni, les choses n'ont pas été oubliées, loin s'en faut. C'est-à-dire qu'au contraire, parce qu'il y a eu déni, il y a eu enquistement, elle parle d'enquistement, au sein des familles, et c'est quelque chose qui s'est transmis, c'est un traumatisme qui s'est transmis de génération en génération, et qu'on retrouve aujourd'hui. Et pour elle, ça explique pourquoi il y a beaucoup d'enfants descendants de l'immigration algérienne qu'on retrouve dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, elle explique que c'est beaucoup lié à des traumatismes comme le traumatisme du viol de guerre. Mais il y a d'autres traumatismes qui sont possibles. Mais c'est ce qui peut expliquer en tout cas que quand vous allez dans les hôpitaux psychiatriques en France, vous avez une surreprésentation d'hommes, de jeunes hommes noirs et arabes. Et enfin, juste pour compléter, tout à l'heure quand tu disais, mais dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de médicaments, à haute dose, quoi. D'endormir. Ah oui, on endort complètement. L'origine, et c'est Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault qui en a parlé, l'origine des hôpitaux psychiatriques, c'était pas du tout pour faire du bien, comme l'association la pose, c'était pas du tout pour faire du bien aux patients, c'était des questions d'ordre public, c'est-à-dire mettre hors d'état de nuire, pour écarter les gens de la société. Voilà, et mettre hors d'état de nuire, considérer que les fous, comme tu l'as dit tout à l'heure, Saïda, sont des dangers. Et c'est pour ça qu'il y a autant de médicaments pour endormir les gens, pour les mettre en situation, enfin pour les rendre totalement inoffensifs, et quitte à en faire des végétaux. Mais l'intérêt de l'association La Pause, c'est que justement ça peut remettre en question cette ligne directrice, en fait, cette manière, cette démarche. C'est-à-dire ce qui compte, c'est pas le fait de ne pas être un danger pour soi ou pour la société. En réalité, ce qui compte aussi et ce qui doit être au centre, c'est le patient. C'est le fait qu'il souffre, qu'il est en souffrance, que la famille est en souffrance, et c'est ça qui doit être traité. C'est ça que fait l'association La Pause. Alors cette question de viol dans les guerres, Christophe, est un instrument vieux comme le monde. C'est les Romains et les Grecs qui l'ont inventé, entre guillemets, et aujourd'hui nous avons, on va quitter la question algérienne qui est très sensible ici sur France Maghreb 2 pour aller parler de ce qui s'est passé pendant la guerre du Liban. Damien, on connaît quelque chose sur ce côté-là, et c'est à la fois une punition, un viol, et une indication pour dire que vous êtes une sous-race, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le consentement des dames pour donc coucher avec. Et vous l'avez aujourd'hui sur la guerre de Syrie également. Et le problème, c'est que les enfants qui vont naître malgré eux dans ces familles vont porter un traumatisme. Un fardeau. Non, mais un traumatisme qui n'est pas un traumatisme personnel, mais un traumatisme de culpabilisation, de culpabilité pour eux-mêmes, pour tous leurs parents et pour tous leurs cousins voisins, et surtout dans les sociétés où ça parle beaucoup, les sociétés de la Méditerranée, où il n'y a aucun regard, j'allais dire, d'empathie pour prendre en charge la douleur des autres, mais au contraire, dans les bagarres à l'école, dans les enfants, les façons, tes fils de X, Y, que tu connais pas ton père. Et cette dimension, elle n'est pas prise en considération effectivement dans les médias français, dans les débats du jour, et on dirait qu'il faut aller chercher un secteur particulier que c'est malade psychiatrique, donc c'est un non-dit de la société française, et c'est peut-être ça, Christophe, pour moi, l'apport des associations qui osent attaquer des secteurs qui jusque-là étaient tabous, non pas dans la communauté franco-maghrébine uniquement, mais dans la société française en général. Allez-y, madame. Rapidement, parce que le temps se termine malheureusement, donc il va falloir aller à l'essentiel. Sur le tabou, oui. Oui, je voulais rebondir sur ça, et puis ce que vient de dire Fatima, ça m'a touchée, puisque je suis algérienne, je suis concernée, et des membres de ma famille ont vécu justement ce genre de drame. Donc oui, le tabou, la folie est un tabou dans notre société actuellement, et depuis tous les temps. Et dans les sociétés en général, on permet tout officiellement aux fous, qui en fait permettent de transgresser ce que la société interdit, et qui permet un retournement. Vous avez le merveilleux film, comment s'appelle, de l'Algérien qui a eu le prix, le premier prix, la Palme à Cannes, il y a une vingtaine d'années, les années de Braise, où vous avez toutes les vérités de villages sur les conflits entre voisins, qui sont toujours dit par moi le fou dans tous les trucs, et dans la culture arabo-islamique, vous avez le fameux Joha, qu'on prend comme un fou pour pouvoir redresser tous les torts de la société. Donc il y a aussi ce côté-là sur lequel il faut travailler. Un dernier mot, oui.
rebondir sur quelque chose. Je voulais juste rebondir en fait justement sur ce que disait Fatima en ethnopsychiatrie. Donc c'est une science justement qui s'adresse cette science, l'ethnopsychiatrie, on a décidé de la différencier de la psychiatrie avec l'arrivée justement de l'immigration africaine en France. À savoir qu'en ethnopsychiatrie, on parle de traumatisme transgénérationnel. Et c'est exactement ce que disait Fatima. C'est-à-dire que l'épigénétique, pour définir ça simplement, c'est en fait le fait que nos gènes sont marqués par nos expériences de vie. Ce qui fait que si, par exemple, il y a plusieurs générations au-dessus de moi, mes ancêtres ont vécu l'esclavage, moi, aujourd'hui, actuellement, le traumatisme qu'ils ont vécu, c'est transmis de génération en génération, et il se peut que je développe certaines séquelles, certains troubles psychiques, certaines maladies mentales dues justement à ces traumatismes-là. Et là, de plus en plus, surtout aux États-Unis, le traumatisme transgénérationnel est très étudié, notamment au niveau de la communauté noire, pour montrer en fait le fait que qu'il y a peut-être plus de personnes touchées par des maladies mentales au niveau de la population noire que de la population blanche. Alors on rappelle l'événement parce que le temps se termine. Donc l'événement c'est dimanche à partir de 14h. À partir de 14h. Et quand est-ce qu'on mange alors? Parce qu'on nous a parlé de bouffe alors. Venez, il faut venir. C'est à partir de 14h. On a déjà mangé, non? Non, mais c'est pas grave, il y a du rab. Ah, d'accord. C'est le déjeuner pour vous. D'accord. Donc 14h, c'est à Bagnolet, c'est où? Quel endroit? 41-45 rue Hoche, 93 170 Dans Bagnolet. le micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc 41-45 rue Hoche. À Bagnolet donc. À Bagnolet. Les réseaux sociaux de l'association? Facebook, Assos La Pause, Instagram, Association La Pause, Snap aussi, Assos La Pause, LinkedIn, Twitter, ce que vous voulez. Tout ça c'est Assos La Pause. Assos La Pause, d'accord. Et Fatima Wassa qui sera, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Peut-être un mot aussi sur le 24 juin. Oui, voilà. Rapide. On organise le 24 juin notre course solidaire. Oui. Et donc voilà, et toutes les informations sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci à vous trois. Merci à vous de nous recevoir. Merci à vos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à tous les bénévoles autour de moi. Merci à l'équipe formidable qui m'entoure de la pause. Merci à Fatima. Merci Christophe. Merci à tous les présents ici. Merci à vous. Dans un instant, une petite surprise pour vous, messieurs, dames. Dans un instant, pour le LGF. La suite sur votre radio France Maghreb 2. Voilà un extrait donc de Ménel, je pars, mais je t'aime. C'est une réponse en quelque sorte donc à ce qu'elle a vécu donc durant cet épisode de The Voice. J'avoue que je suis assez déçu moi par cette prestation. Je sais pas ce que vous en pensez, Tarek. Je m'attendais à mieux. Moi, le début, ça me rappelle Renaud dans ses débuts. Ouais. Quand on écoute, c'est Renaud, la banlieue, les trucs comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a chanté. Ouais, carrément. Que ce soit donc la chanson, comment on appelle ça, la première chanson qu'elle a chantée sur la Palestine. Oui, absolument. Là, c'est la première chanson sur la Palestine, et ni sur la deuxième chanson, sur Dieu, sur Allah, donc, je suis un peu déçu comme vous, Christophe. Je m'attendais à mieux, mais on écoutera le reste de l'album, évidemment. J'écouterai l'album pour donner mon avis. Bon, on rappelle ce dimanche, ça va intéresser les amoureux de footeux parce que je crois que c'est toujours maintenu cette marche ou ce rassemblement ce dimanche pour soutenir la candidature marocaine. Oui, c'est samedi ou dimanche sur le parvis des droits de l'homme des Trocadéro. Faut y aller parce que il serait inique que les États-Unis organisent dans leur histoire 2 fois la Coupe du Monde, que le Maghreb n'en organise pas, et que toute l'Afrique n'est organisée dans son histoire qu'une seule Coupe du Monde. Et encore, c'était pour faire plaisir à Mandela, et c'était pas Mandela. Donc il faut quand même un peu de justice. Je rappelle que l'Arabie Saoudite soutient les États-Unis. Ah ben c'est normal. Ouais. Le fils, je vais être méchant, le fils caché soutient son père apparent. Absolument. Donc c'est ce dimanche à partir de 14h30. Je rappelle aussi qu'il y a une belle opération ce dimanche, je sais pas où, mais il y a la pub sur France Maghreb 2 pour Charity. Oui, absolument. Voilà, qui est une très belle opération, puisque au lieu de demander de l'argent pour j'ai complètement oublié de l'appeler alors que je devais l'appeler. Bon, c'est pas grave. Notre ami. Mais
Medjihed s'en occupe. Parce que cette association a fait le choix, au lieu de demander de l'argent, des dons, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne quelque chose en contrepartie. Et donc, vous allez à la fois aider les gens, les pauvres, mais vous partez avec des cadeaux. Ouais, des trucs de marque en plus. De marque, c'est jusqu'à 80% du prix. Et donc, vous savez, les grandes marques qui font, comment on appelle ça maintenant, des fameux magasins outlet ou je sais pas quoi là. Ouais. Et donc, elles récupèrent les robes, les pantalons, les costumes, les chaussures, des poussettes pour enfants. Et donc, allez jeter un coup d'œil. Ça ne vous empêche pas d'aller d'un côté de Fatima et de l'association Pause et d'aller faire un tour à Charity Shop, parce que dans cette communauté Fête Solidaire, surtout qu'on est à 3 jours du Ramadan et que paraît-il, on va l'appeler, je pense, dans quelques minutes. Plus on en donne, plus on en reçoit. Solidarité Shop, plus on en donne, plus on en reçoit. Solidarité Shop, absolument, avec Sabrina et toute son équipe, donc ce dimanche à Épinay. Oui. Et puis il y a la journée du savoir aussi du côté de Dijon. Oui, alors ça, il y a un spot aussi qui tourne. Alors ça, c'était très belle expérience, Anissa, Damien et tous ceux qui rejoignent cette équipe, cette radio. Ça fait 8 ans que nous soutenons donc une journée qui se passe à Dijon toute la journée. Et dans cette journée, il y a des doctorants, majoritairement de culture musulmane ou franco-maghrébine, qui se réunissent pour présenter leur thèse. Et donc, en général, il y a une quarantaine de personnes. C'est une organisation donc dirigée par notre ami Mohamed Atem, et France Maghreb 2 est partenaire depuis son arrivée sur la ville de Dijon il y a 8 ans. Tous les ans, nous sommes partenaires. Des fois, nous sommes présents physiquement, des fois pas. Mais en tout cas, on soutient cette belle initiative parce que nous sommes aussi encore une fois à la veille du Ramadan. Mais le principe de cette radio, c'est le Iqra. Le Iqra qui est le premier verset du Coran. Et nous croyons beaucoup dans Iqra qui permet à chacun de comprendre à sa hauteur sans avoir d'aller chercher ce que le Coran a dit. Voilà ce que le prophète a dit. Nous lisons tous et nous comprenons. Donc, bravo à Mohamed Atem. Merci Tarek Mami, merci Fatima, Damien, Anissa, merci à tous. On y est arrivé, malgré évidemment ce studio bien rempli aujourd'hui. C'est encore bien dense, ça sera un peu plus calme je pense la semaine prochaine, quoique on sait jamais. Il y a quand même 2 événements importants la semaine prochaine. La Nakba, ça c'est le 15 mai. Alors moi je le drame parce que c'est vraiment pas le meilleur moment. Voilà, parce que moi si vous voulez, j'ai toujours fait de manière à être à Jérusalem, à Al-Quds, le jour où il y a un événement. C'est le 15 mai, on est d'accord. Je sais, mais cette année les conditions de temps de production me sont difficiles, mais je peux vous dire que je serai pas physiquement, mais mentalement pendant 24 heures avec ces Palestiniens que je connais, que je respecte non pas parce qu'ils sont arabes ou musulmans, mais parce qu'ils sont opprimés. Il faut toujours le dire et le répéter ici, nous ne sommes pas du côté des Palestiniens parce qu'ils nous ressemblent, nous sommes du côté des Palestiniens parce qu'ils vivent une injustice. Et peut-être, l'idée me fuit, mais à cette occasion, si vous voulez, il y a une espèce de double peine que les Palestiniens sont en train de subir. Et voilà, ça me revient. Alors, 2 dépêches extraordinaires sont tombées cet après-midi. Les jeunes Palestiniens d'Amiens ont réussi à faire bouger donc ces fils barbelés qui séparent le territoire occupé et Gaza. C'est une première dans l'histoire avec leurs propres mains. Et la deuxième, ils ont quand même réussi à abattre un drone photographique, j'allais dire avec presque rien. Et donc moi ce qui me rend optimiste pour cette région du monde, et on arrive à 18h au journal et au flash, c'est que la population qui est née après 1948, après 67, après 73, après l'intifada, a aujourd'hui encore plus de cœur palestinien dans son cœur que les vieilles générations, c'est-à-dire que leurs parents et que les anciens, que sont leurs parents et arrière-parents. Et quand vous avez une population sur cette ligne, elle peut pas perdre, et c'est pas parce que je suis d'origine tunisienne, mais l'hymne national tunisien dit une phrase extraordinaire: quand un peuple décide de vivre, le destin lui-même, Al-Qadar, finit par se plier. Merci à tous, bon week-end, à lundi, 16h évidemment, une semaine qui promet d'être sympa parce que c'est l'arrivée du mois sacré béni du Ramadan, et à ce titre on vous invite à rester fidèle à France Maghreb 2 pour vivre au mieux, comme d'habitude et chaque année, avec toute l'équipe, votre mois sacré du Ramadan. Bon week-end. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.